Alors dans cette troisième séance, on va suivre la cinétique de la phosphate azacète toujours, mais cette fois-ci en fonction du pH, en fonction du pH du milieu. C'est-à-dire, on va maintenir maintenant tous les paramètres constants, c'est-à-dire la concentration en substrat, la concentration en enzyme, le temps d'incubation, la température. Donc le seul paramètre qui va varier d'un tube à l'autre, c'est le pH du milieu. Alors lorsqu'on étudie la cinétique en fonction du pH, là le but c'est quoi? C'est de déterminer le pH optimal de l'enzyme, c'est-à-dire dans quel pH l'enzyme sera la plus active. Donc là, le but, si vous voulez, comme je viens de dire, c'est de déterminer le pH optimal de l'enzyme. Autrement dit, parmi les différentes pH, on va travailler à différentes pH et on va voir lequel parmi ces différents pH va nous donner la vitesse maximale de l'enzyme. Alors le protocole, c'est-à-dire comment on va réaliser cette expérience. Donc toujours on va prendre une série de tubes. Un tube, ça va nous servir de témoin. Et les autres, maintenant on aura T1, T2, T3, T4. Donc on va travailler à des pH différents. Donc on a choisi combien 1, 2, 3, 4 valeurs de pH. Un pH de 3, un pH 5, un pH 9 et un pH de 11. Alors dans tous les tubes, on doit mettre le substrat. Cette fois-ci, on ne va pas faire varier la concentration du substrat. On va travailler avec une concentration de substrat saturante. Donc on a pris une concentration de 20 millimolaires. D'accord? Donc on va mettre 0,5 ml de substrat dans tous les tubes. Donc c'est 0,5, 0,5, 0,5 partout. D'accord? Il nous faut le pH. Alors on disait que pour régler le pH, on doit mettre, ou bien on doit rajouter une solution de tampon. Alors maintenant, est-ce qu'on va rajouter la solution de tampon au même pH? Non. Donc là, on va faire varier le pH. Le volume, oui, on va travailler toujours avec 0,5, 0,5, 0,5. Mais là, on va travailler avec des tampons. On a préparé des solutions de tampons ayant des pH différents. Alors pour le tube témoin, toujours, j'ai dit qu'on peut travailler avec n'importe quelle solution parce que ça ne change rien. On peut travailler avec le pH 3 ou bien le pH 5 ou bien 9. Ça ne change rien parce que là, on ne va pas mettre d'enzyme, on ne va pas incuber dès le départ. Alors là, on a pris le témoin, le substrat 0,5 ml et 0,5 ml de tampon. Là, j'ai choisi le tampon à pH 3. Alors là, pour la cinétique en fonction de pH, donc toujours c'est 0,5 ml de substrat, comme je viens de dire, partout. Maintenant, quand j'ajoute le tampon, là, je dois faire attention. Donc, dans le premier tube, je dois rajouter la solution tampon à pH 3, donc 0,5 ml d'une solution tampon à pH 3. Là, c'est 0,5 ml toujours, mais avec une solution tampon à pH 5. Là, c'est 0,5 ml d'un tampon pH 9. Et là, 0,5 ml de tampon à pH 11. Donc maintenant, dans tous les tubes, j'ai un volume de 1 ml. Mais la différence, c'est quoi? Le substrat, c'est le même, à une même concentration, mais le pH, maintenant, il varie d'un tube à l'autre. Donc, l'enzyme va être incubée à différents pH. Alors maintenant, une fois ma série de tubes est préparée, qu'est-ce qu'il me faut? J'ai le substrat, j'ai le tampon, il me reste la température et l'enzyme. Alors la température, je dois la régler à 37. Donc tout d'abord, on passe à une pré-incubation pendant 3 à 5 minutes. 3 à 5 minutes pendant, ou bien à 37 degrés au bain-marie. On laisse, les solutions prennent d'abord une température de 37 avant d'incuber avec l'enzyme et commencer la cinétique proprement dite. Voilà. Alors après 5 minutes, on doit rajouter l'enzyme. Comme la manip précédente, c'est toujours 0,2 ml d'enzyme dans tous les tubes, sauf le tube témoin. Sauf le témoin, on le laisse pour régler le zéro. On ne doit pas déclencher la réaction enzymatique dans le tube témoin. Alors on laisse maintenant les tubes, on ajoute l'enzyme, on agite, on va voir ça tout à l'heure sur la paillasse. Donc on agite et on laisse la réaction se faire pendant
30 minutes à 37 bien sûr dans le bain-marie. Donc après 30 minutes, on doit arrêter la réaction. Donc maintenant on a vu pendant les manips précédentes comment on arrête la réaction. Donc on arrête par le NaOH, on basifie le milieu. Donc lorsqu'on rajoute le NaOH, la réaction est arrêtée. Et maintenant il ne faut pas oublier le tube témoin. C'est juste pour avoir le même volume final. On doit rajouter les 0,2 ml d'enzyme qu'on n'a pas ajouté au départ. Donc on rajoute les 0,2 ml d'enzyme. Cette enzyme ne va pas être active parce que le milieu il est déjà basique par le NaOH. Et donc, comme ça, on a le même volume final dans tous les tubes, y compris le témoin. Alors là, dans chaque tube, comme tout à l'heure, on a produit du phénol. On a un produit qu'on doit mesurer, ou là, on doit calculer la concentration. Pour calculer la concentration, on doit mesurer la densité optique pour la convertir en C. D'accord? Alors, pour mettre en évidence le phénol, on doit rajouter les réactifs A, c'est l'amino antipyrine, plus le ferricyanure de potassium, 0,5 ml de réactif B, bien sûr dans l'ordre. Et après, on agite et on lit la densité optique à 510 nanomètres au spectrophotomètre. Je viens de dire, donc là, on a préparé une série de tubes. Donc, on va prendre le premier comme témoin. Et là, on a 1, 2, 3, 4 tubes dans lesquels on va faire varier le pH. Alors d'abord, on va rajouter le substrat. Donc là, j'ai une solution de substrat à 20 millimolaires. Donc je dois mettre 0,5 ml. Donc là, vous voyez, la micropipette, il est réglé à 500 microlitres, c'est-à-dire 0,5 ml. Donc je vais mettre 0,5 ml de substrat dans tous les tubes. D'accord? Donc voilà. Pour le premier tube témoin, 0,5 ml de substrat. Là, la même chose. 0,5 ml de substrat. Voilà. Ici, 0,5. Et là aussi, 0,5 ml de substrat. Donc voilà, vous voyez que pour le substrat, on a mis la même concentration de substrat partout. Maintenant, alors pour le tampon, là c'est autre chose. Donc là, on doit faire attention. Donc on ne va pas incuber les tubes au même pH. Alors là, j'ai des pH, un pH 3, pH 5, pH 9, pH 11. Donc des solutions de tampon à différents pH. Alors pour le tube témoin, comme je viens de dire, on peut choisir n'importe quel pH. Ça ne change rien. Donc je vais choisir le pH 3. Donc c'est 0,5 ml. C'est toujours 0,5 ml à mettre dans le tube témoin. Voilà, donc j'ai choisi le pH numéro 3. Alors maintenant pour la cinétique. Donc la cinétique, donc j'ai le premier tube que je dois incuber un pH 3. Celui-là, je vais l'incuber un pH 5, là un pH 9 et là un pH 11. Donc je vais prendre toujours le pH 3, donc 0,5 ml, à mettre dans le premier tube. Voilà. Dans le deuxième tube, c'est toujours 0,5 ml de tampon, mais à un pH égal à 5. Donc là, vous voyez, un pH est égal à 5. Que je vais mettre dans le deuxième tube. Alors pour le troisième tube, c'est un pH ou bien un tampon à pH égal à 9. Voilà, c'est le tube numéro 3. Voilà. Et pour le dernier tube, on a un tampon. Ici, on a un tampon à pH égal à 11. Je vais prendre 0,5 ml et mettre dans le dernier tube. Et voilà, comme ça, les tubes ils contiennent tous 0,5 ml de substrat à 20 millimolaires et 0,5 ml de tampon à pH croissant. Donc dans le premier, on a mis un tampon à pH 3. Dans le deuxième, un tampon à pH 5. Le troisième, un tampon à pH 9. Et le quatrième, un tampon à pH 11. Donc maintenant, on doit régler la température. On va pré-incuber les tubes pendant 3 à 5 minutes au bain-marie avant de rajouter l'enzyme. Donc voilà, on passe au bain-marie pour mettre les tubes
à 37 degrés. Donc voilà, c'est l'étape de pré-incubation. Donc là, vous voyez une température au voisinage de 37, donc c'est 36,8, c'est 37. Donc on va laisser les tubes pendant 5 minutes et après on rajoute. Alors après l'étape de pré-incubation, après 5 minutes, maintenant on va incuber en présence d'enzymes. On va rajouter 0,2 ml d'enzymes. Donc là vous voyez la micropipette, il est à 200 microlitres, c'est-à-dire 0,2 ml. Donc je vais prendre les 0,2 ml d'enzymes, toujours de la phosphatase acide. Et là toujours il faut faire attention. Quand je prends, ou bien quand j'ajoute l'enzyme, je dois déclencher le chronomètre, ou bien je dois fixer le T0 pour calculer la vitesse. D'accord? Alors j'ajoute l'enzyme dans le premier tube. Là c'est le témoin. Je ne vais pas rajouter l'enzyme dans ce tube. Je les mets à l'écart, c'est le tube témoin. Donc je vais prendre le premier tube à pH 3. J'ajoute les 0,2 ml d'enzyme. Donc voilà. Et là j'agite et j'incube. Je vais faire la même chose, évidemment, pour tous les tubes. J'incube maintenant le deuxième tube. Donc c'est le pH numéro 5. Bien le pH 5, pardon. Je vais prendre le troisième tube, un pH égal à 9. Et enfin le dernier tube, on incube à un pH égal à 11. Donc voilà, maintenant tous les tubes sont incubés en présence d'enzyme. J'agite un petit peu une deuxième fois et je laisse la réaction se faire pendant 30 minutes. Donc maintenant c'est 13h25, donc c'est jusqu'à 14h moins 10. Donc on va arrêter la réaction avec la solution de NaOH, avec la solution de shoot. Donc on disait on va prendre toujours 0,5 ml, c'est-à-dire 0,5 ml de NaOH. Donc on va mettre dans tous les tubes, y compris le témoin. Voilà pour le témoin. Je vais rajouter NaOH 0,5 ml. Après 0,5 ml, j'arrête le tube numéro 1. Voilà, maintenant la réaction est arrêtée. Là aussi, j'ajoute le NaOH, le milieu ça devient classique, la réaction est arrêtée. J'arrête le troisième tube. Et enfin le quatrième. Voilà, donc maintenant la réaction est arrêtée dans tous les tubes. Alors je récupère les tubes. Maintenant on a du phénol. Comme vous voyez, on a du phénol, mais les tubes sont incolores. Donc on ne peut pas mesurer directement la densité optique dans le domaine visible. Donc je dois le mettre en évidence. Pour le mettre en évidence, on disait, on doit rajouter l'amino-antipérine et le ferricyanure de potassium. Alors l'amino-antipérine, c'est le réactif A. Donc c'est 1 ml. Donc, la micropipette il est réglée à 500. Donc je vais mettre 2 fois 500, c'est 1 ml. Donc, mais avant, je dois rajouter les 0,2 ml d'enzyme dans le tube témoin. Alors je vais prendre l'enzyme. Donc 0,2 ml. Donc c'est la micropipette 0,2. Donc je vais mettre les 0,2 dans le témoin. Alors le témoin maintenant, j'ai déjà ajouté le NaOH. Quand je vais mettre l'enzyme, il ne va pas être actif. Donc voilà. Maintenant j'ai le même volume final partout. Alors je disais, je vais colorer. Maintenant le réactif A, c'est l'amino-antipérine. Donc je vais ajouter 2 fois 500 ml, c'est-à-dire, 2 fois 500 microlitres, c'est 1 ml. Dans le témoin, donc voilà, 0,5 plus 0,5, donc c'est 1 ml. Je vais mettre la même chose dans tous les tubes, 1 ml de réactif A. 0,5 plus 0,5. Dans le tube 2, c'est 0,5 plus 0,5. Dans le tube 3, 0,5. 0,5, ça fait 1 ml. Et le dernier tube,
Non. Voilà. Maintenant, on rajoute 0,5 ml de réactivité partout. 0,5 ml dans le tube témoin. Donc là, vous voyez, on n'a pas de coloration rouge. Maintenant, normalement, le phénol produit va être coloré en rouge. Il va nous donner la quinone rouge. Donc voilà, le premier tube, pH 3. Deuxième tube, pH 5. Donc 0,5 ml dans le tube numéro 3. pH 7. Pardon, à pH 9. Et enfin, à pH 9. Alors on va agiter un petit peu au vortex pour rendre les solutions homogènes. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on observe? Ici, c'est le témoin. Là, on a incubé à un pH égal à 3. Là, un pH égal à 5. Là, un pH est égal à 9. Et là, un pH est égal à 11. Donc là, vous voyez déjà le pic. Donc, en fonction de l'intensité de la coloration, on peut prévoir l'activité de l'enzyme. Donc là, on a une coloration moins intense, égale à pH 3. Donc c'est-à-dire que l'enzyme, il n'a pas une activité maximale à ce pH-là. Par contre, lorsqu'on travaille à pH 5, là vous voyez l'intensité de la coloration. C'est-à-dire que l'enzyme ici, il est très actif. Il nous donne l'activité maximale. Mais lorsqu'on augmente le pH en allant de 5 à 9, là, vous voyez que la vitesse ou bien l'activité enzymatique diminue à nouveau, elle diminue. Et lorsqu'on travaille à pH 11, là, l'activité elle diminue encore. Donc là, si vous voulez, on a un pic comme ça. Donc si on trace V en fonction de pH, donc on a une valeur faible, puis la valeur de l'activité augmente, et là, il diminue. Voilà, on va lire les densités optiques tout de suite pour tracer les courbes, ou bien la courbe de pH en fonction de la température. Pardon, de la vitesse en fonction du pH. Voilà, tout d'abord, on doit allumer le spectrophotomètre. Et là, on doit vérifier que la longueur d'onde est à 510. C'est bon. Après, on règle le zéro, comme la fois dernière. On va régler le zéro avec le type témoin. Donc le zéro d'absorbance. Là, je rappelle aussi, on a T, on a A, donc 100% de transmittance. Donc on appuie sur la touche 100% de transmittance, ça va nous donner zéro absorbance. Voilà. Voilà, le zéro est réglé. Maintenant, je vais remplir les cuves pour lire la densité optique. Voilà pour le premier tube. Donc il nous affiche une valeur de 0,47. Donc je vais noter 0,478. Je vais lire après pour le tube numéro 2. Donc là c'est pH 5.
Alors pour pH5, là vous voyez, normalement ça doit nous donner une valeur plus élevée comparativement au pH3. Donc voilà, vous voyez que tout à l'heure, on avait à pH3 0,4. Maintenant à pH5 c'est 0,8. 0,82. Après, on va voir le pH numéro, ou bien le tube numéro 3, c'est le pH 9. Donc là, vous voyez la valeur. À pH 9, on a une valeur de 0,3, ou bien 0,13, pardon. Et après, on va faire la même chose. On dit pour le dernier tube, le tube numéro 4, c'est à pH 11. Donc à pH 11, on va voir, normalement ça doit diminuer encore. Là, vous voyez 0,03. Donc là, on n'a plus d'activité ici. Donc voilà, si vous voulez, si on veut suivre la vitesse ou bien la densité optique en fait, en fonction de pH. Donc on avait une valeur de 0,4, après ça passe à 0,8, après 0,1 et puis 0,03. C'est comme ça, si vous voulez, l'évolution de DO en fonction de pH. Donc on va exploiter ces résultats. Tout à l'heure, je vais vous présenter le tableau et comment exploiter les résultats pour déterminer le pH optimal de l'enzyme. Expérimentalement, on va calculer la concentration de phénol dans chaque tube. On a vu dans la première et la deuxième séance comment calculer la concentration de phénol à partir de la densité optique en utilisant la loi de Beer-Lambert. On disait que la concentration de phénol est égale à DO divisé par la valeur d'epsilon. Donc toujours on donne la valeur d'epsilon ici qui est égale à 5 fois 10 à la puissance moins 3. Donc pour calculer la concentration de phénol, on va diviser la valeur de DO par 5 fois 10 à la puissance moins 3. Et donc la concentration de phénol qu'on obtient ici, pour calculer la vitesse, on doit la diviser par le temps d'incubation. On a incubé pendant 30 minutes. Alors, pour calculer la vitesse, on aura 0,47 divisé par 5 fois 10 à la puissance moins 3. Le tout doit être divisé par 30 minutes. Et vous allez faire la même chose à pH 5, à pH 9 et à pH 11. Alors maintenant, pour déterminer le pH optimal, on va tracer la courbe de la vitesse en fonction du pH. On a ici les vitesses, après avoir calculé les vitesses, et là on a les pH, bien sûr, on doit choisir une échelle appropriée. Et après, pour le pH 3, normalement on a une vitesse, pour le pH 5, on a une vitesse, pour le pH 9, la même chose, et pour le pH 11, on a une vitesse. Comme ça, on obtient la courbe de variation de la vitesse enzymatique en fonction de pH. Alors cette courbe, ça va nous permettre de calculer le pH optimal. Le pH optimal, c'est le pH qui nous donne l'activité. C'est on le trouve dans le tube qui nous a donné l'activité maximale de l'enzyme. Dans notre cas, ce pH correspond au pH optimal de l'enzyme. Alors bien sûr, on vous demande de déterminer le pH. Maintenant, vous savez comment le déterminer. Tout d'abord, on peut le définir. C'est le pH qui nous donne la vitesse maximale de l'enzyme. Donc, on a testé différents pH. Un parmi ces pH qui nous a donné la vitesse maximale, c'est le pH 5. Alors, pour interpréter ces résultats, c'est-à-dire pourquoi, par exemple, à pH 5, la vitesse était maximale, mais à pH 9, là, la vitesse elle diminue. Et à pH 11, elle diminue encore. Donc il y a une relation, et on a vu ça dans le cours, il y a une relation étroite entre le pH du milieu et la vitesse enzymatique. Alors ou bien l'influence du pH sur la vitesse enzymatique, elle peut se faire selon deux points. Et on a vu ça déjà.
Donc tout d'abord, il peut influer la vitesse d'une enzyme en agissant sur la structure tridimensionnelle de l'enzyme. Ou bien, il agit aussi sur les charges électriques au niveau du site actif. Je m'explique. Alors l'enzyme, c'est une protéine ayant une structure 3D. Et je vous ai dit que cette structure parmi les liaisons qui stabilisent cette structure en 3D, qui assure à cette enzyme une conformation spatiale bien déterminée correspondant à la forme active. Parmi les liaisons, on a vu les liaisons hydrogènes, ou bien les interactions hydrophobes et les interactions électrostatiques, ou bien les liaisons électrostatiques. Alors ces liaisons électrostatiques, elles sont assurées par des charges électriques. Et ces charges électriques, ils sont portés par les radicaux, les chaînes latérales des acides aminés, ou bien les chaînes latérales ionisables des acides aminés. Voilà ce que vous voulez. J'ai représenté ici des charges électriques positives, négatives. Alors ces charges électriques, normalement, ils sont maintenus, par exemple C plus et C moins, à un certain pH. Par exemple, ici, à pH 5, on a les charges électriques les plus convenables pour assurer cette structure 3D fonctionnelle de l'enzyme. Alors si on change le pH, par exemple, ici, c'est un pH 5. Bien sûr, on sait qu'à pH 5, on a des charges électriques qui maintiennent l'enzyme ou bien qui maintiennent la structure 3D, la structure fonctionnelle de l'enzyme. Alors si on change le pH, par exemple, si je passe à un pH égal à 11 ou bien un pH est égal à 9, est-ce que ces charges électriques ils sont toujours là? Est-ce qu'ils sont toujours maintenus? Alors si je perds ces charges électriques, bien sûr, cette structure de l'enzyme, il va ce qu'on appelle la dénaturation de l'enzyme. Donc l'enzyme ne sera plus sous cette forme. Et donc la structure ou bien la conformation spatiale de l'enzyme, elle est perdue. Donc on aura, si vous voulez, une forme du genre. Alors là, on a perdu la structure 3D. Qui dit perte de la structure 3D, dit perte surtout du site actif de l'enzyme. Alors on disait aussi que le pH peut intervenir au niveau du site actif, les charges électriques portées par le site actif. Donc je vous ai dit aussi que dans l'enzyme on trouve une région bien spécifique qu'on appelle site actif. Et c'est à ce niveau-là que ça va faire la fixation de l'enzyme avec son substrat. Et bien sûr, cette liaison enzyme-substrat, parmi les liaisons qui sont établies entre l'enzyme et les substrats, on trouve les charges ou bien les liaisons électrostatiques. Alors là, si vous voulez, on note un signe positif et là un signe négatif. De la même façon, à pH 5, les charges électriques au niveau des sites actifs, ils sont convenables pour la liaison enzyme-substrat. Alors si on change le pH, soit en passant vers un pH trop élevé, ou bien si on descend à un pH par exemple égal à 3, alors là on change les charges électriques, on change la densité et le signe des charges électriques au niveau du site actif. Et donc, lorsqu'on change les charges électriques au niveau du site actif, on n'aura plus cette liaison entre l'enzyme et le substrat. Donc, il y a deux choses. Il y a d'abord la structure 3D, la conformation spatiale, parce qu'il faut qu'il y ait une affinité entre l'enzyme et le substrat. Si on change le pH, donc on change la structure de l'enzyme. Secondo, on a cette liaison entre l'enzyme et le substrat. Alors si on change le pH, on va changer les signes ou bien la densité de charge au niveau du site actif, et qui dit changement des signes ou bien de la densité des charges au niveau du site actif dit qu'il n'y a pas de liaison entre l'enzyme et le substrat.